Un ancien soldat, fraîchement démobilisé après 20 ans de service, conduisait seul à travers les montagnes boisées, en quête de paix. Mais, en une fraction de seconde, pour éviter une tache grise qui a traversé la route, le véhicule a basculé, et sa vie ne tenait qu'à un fil sur une pente raide. Lorsqu'une petite fille, avec une tache de naissance en forme d'aile d'oiseau, est soudainement apparue, l'exhortant à tenir bon et promettant de trouver de l'aide, il a su que ce n'était pas un simple hasard. C'était le premier instant d'une vérité longtemps enfouie, qu'il était sur le point de déterrer avec son propre sang. Le SUV roulait tranquillement sur une route de montagne sinueuse, au cœur des forêts primaires de l'Ouest américain. Pas une seule voiture en vue, pas même le chant des oiseaux. Seul le crissement rythmé des pneus sur le gravier et un soupir doux hélas à l'intérieur de l'habitacle. Logan Miles, un vétéran à la retraite, conduisait depuis près de 12 heures après avoir quitté la base. Quelques heures plus tôt, ses anciens camarades de peloton lui avaient serré la main une dernière fois dans la cour de la caserne. Pas de bière, pas de gâteau, pas de photos de groupe. Logan n'a jamais aimé les chichis. Après 2 décennies en uniforme, tout ce qu'il emportait avec lui était une vieille valise, une médaille enveloppée dans une chemise délavée et une lettre jamais envoyée. Elle reposait sur le siège passager. Le papier avait jauni, un coin légèrement déchiré. En haut de la page, un nom familier, Claire. En dessous, l'écriture était irrégulière et tremblante, comme si l'auteur avait essayé de réprimer quelque chose à l'intérieur avec chaque mot. Logan l'avait écrite 6 ans auparavant, mais ne l'avait jamais envoyée. Au lieu de cela, elle l'avait suivi à chaque poste et déploiement depuis. Il passa doucement ses doigts sur l'encre. « Claire » murmura-t-il, à peine audible. Puis soudain, boum. Un petit objet a traversé la route devant lui. Logan n'a pas eu le temps de le distinguer. Un animal, peut-être, surgissant devant la voiture comme une ombre grise. Il a tiré brusquement le volant vers la droite, pur réflexe. Les pneus ont dérapé sur le gravier mouillé. Le SUV a crissé, a viré à 90 degrés et a basculé brusquement. Logan a senti son corps se soulever du siège pendant un battement de cœur avant que tout le véhicule ne s'écrase sur le bord de la pente. Bang! Un impact violent et sec. Il ne savait pas combien de temps il avait été inconscient. Quelques minutes, ou plus longtemps. Mais lorsqu'il a ouvert les yeux, une douleur lancinante lui martelait le crâne. Sa jambe gauche était coincée entre le volant et un tableau de bord froissé. Il a essayé de bouger, mais a à peine réussi à bouger d'1 pouce. Des éclats de verre lui lacéraient le dos. Le téléphone était sous le siège, l'écran brisé, plus de signal. Bon sang, a-t-il haleté. Sa vision s'est troublée, son cœur battait follement. Ce n'était pas la première fois qu'il faisait face à la mort, mais c'était la première fois qu'il le faisait seul. Il a fermé les yeux. Dans son esprit, des images ont afflué comme un film passé à l'envers, Claire l'attendant devant la porte de la base, le jour où elle a pleuré mais ne lui a pas demandé de rester, le jour où il a appris qu'elle était partie. Tout cela se déroulait comme un film de sa vie. Il s'y était résigné, pensant que c'était peut-être ainsi que cela se terminerait. Puis, toc, toc. Un léger coup à la vitre. Puis encore, pas fort, mais assez distinct pour le ramener à la réalité. « Monsieur, vous allez bien ?» Une voix d'enfant, tremblante et rauque. Logan a ouvert les yeux et a tourné la tête vers la gauche. À travers le verre fissuré, il a vu le visage d'une petite fille, mince, sale, goûtant de sueur, penchée près. Elle a tapoté doucement le cadre de la fenêtre, ses yeux noisettes grands ouverts par la peur. Il ne pouvait pas parler, seulement haleter, ses lèvres bougeant à peine. Elle a essayé d'ouvrir la poignée de la porte, mais n'avait pas la force. Son visage est devenu rouge de l'effort. Quand cela n'a pas bougé, elle est partie en courant, disparaissant dans la forêt. Logan a cru qu'elle avait abandonné, mais il a entendu le bruit doux de petits pieds qui revenaient, plus vite, plus urgent. Elle est réapparue, tenant une bouteille d'eau en plastique à moitié pleine. Atteignant à travers une fente dans la fenêtre, elle l'a pressée contre ses lèvres. Il a bu quelques gorgées. L'eau froide a frappé sa gorge brûlante comme un soulagement du feu. « Tiens bon, d'accord ?» a-t-elle murmuré, presque inaudiblement. Je vais chercher de l'aide. » Puis elle s'est retournée pour partir. Logan a essayé de garder les yeux ouverts. La lumière déclinante du soir filtrait à travers le cadre brisé, éclairant sa main alors qu'elle saisissait le bord de la fenêtre.
En ce moment fugace, il l'a vue, une tache de naissance pâle, violacée, sur son poignet gauche, en forme d'aile d'oiseau. Si petite, mais distincte, exactement comme celle que sa mère avait, sa sœur avait, il avait. Logan a figé. La douleur dans son corps s'est estompée sous le choc qui lui a frappé la poitrine. Il a tendu le bras, tremblant, essayant de trouver sa main. « Comment t'appelles-tu » a-t-il demandé, le souffle coupé. La fille l'a regardé un long moment. « Émilie » a-t-elle dit, et elle est partie en courant chercher de l'aide. 10 minutes plus tard, un groupe d'un village voisin est arrivé. Un homme costaud a forcé la porte, aidé par 2 autres qui ont tiré Logan de l'épave. Il ne pouvait pas parler. Son dos le brûlait, sa vision s'estompait, les voix autour de lui bourdonnaient comme un essaim d'abeilles. Dans la main de Logan, il y avait quelque chose de doux, de boueux, qu'il serrait fort. Une femme a remarqué, « Oh, c'est une écharpe en laine, celle de la petite fille. » La vieille écharpe grise argentée, aux bords effilochés, était restée sur le siège du conducteur. Une extrémité était brodée d'une minuscule aile d'oiseau en fil blanc argenté. Tachée de bout mais intacte. Logan a serré l'écharpe, ses lèvres bougeant sans un son, « Émilie. » Claire. Puis il s'est évanoui. Une lumière blanche émanait d'un néon vacillant au-dessus. Logan a cligné des yeux plusieurs fois avant de réaliser qu'il était allongé dans une petite pièce au toit de tôle. Les murs blanchis à la chaux étaient tachés par le temps. L'odeur âcre d'antiseptique, mélangée à de l'alcool dilué, flottait dans l'air. Des pas légers se sont approchés. Une femme d'âge moyen, vêtue d'une blouse médicale usée, est entrée. « Vous êtes réveillé, c'est bien. Nous pensions que nous aurions dû vous envoyer à l'hôpital de la ville. » Logan a légèrement hoché la tête. Ses lèvres étaient gercées par la sécheresse, il ne pouvait pas parler. L'infirmière l'a aidé à s'asseoir et lui a tendu une tasse pour qu'il puisse boire un peu d'eau. Puis, d'un ton comme si elle racontait une petite histoire étrange, elle a dit, « Ils vous ont trouvé près de la lisière de la forêt. Heureusement qu'une petite fille vous a vu, probablement d'une famille des environs. Une petite chose courageuse. » Logan a légèrement resserré sa prise sur la tasse et a demandé, d'une voix rauque, « Savez-vous où est la petite fille maintenant ?» L'infirmière a secoué la tête, plissant les yeux comme pour se souvenir. Personne n'est sûr. Juste qu'elle a couru chercher quelqu'un du village et a ensuite disparu. Nous avons demandé autour de nous, mais personne ne l'a réclamé. Les maisons près des bois sont rares. La plus proche serait la maison de Miss Margot. Logan a regardé par la fenêtre. L'image lui est apparue clairement, le visage sale de la fille, ses yeux craintifs qui n'ont pas fui, et sa main avec la tache de naissance pâle et violette en forme d'aile d'oiseau. Son nom était Émilie. Il n'avait jamais oublié ce nom. Claire l'avait choisi quand ils étaient encore ensemble, ces jours à Fort Bragg, ces nuits où elle posait sa tête sur son épaule, gloussant en disant, « Si jamais j'ai une fille, je l'appellerai Émilie. » Ça semble si doux, si pur, comme moi. Mais ce qu'ils avaient n'a duré que 2 ans. Elle avait une maladie cardiaque héréditaire, congénitale et incurable. Sa famille avait essayé de lui cacher. Une fois que Claire l'a découvert, elle a commencé à prendre ses distances, puis a soudainement quitté son travail et est rentrée chez elle. Ils se sont séparés sans dispute, sans larmes. Claire a simplement cessé de parler, et Logan n'a pas eu les mots pour l'arrêter. Peu de temps après, il a été déployé à l'étranger. La nouvelle de la mort de Claire l'a frappé comme un coup sourd, vif et lent à s'estomper. Pas de dernier adieu, pas de dernier moment. Juste une courte ligne dans un message, Claire Elizabeth Marlowe, décédée des suites d'une insuffisance cardiaque. Personne n'a mentionné d'enfant, et il n'avait jamais su qu'il en existait un. Cet après-midi-là, Logan a emprunté une moto à l'infirmière et s'est dirigé vers la lisière des bois, à l'endroit où l'accident s'était produit. La route de terre était rude et humide, flanquée d'arbres sauvages et de vignes épaisses. Après près de 20 minutes, il l'a vue, une vieille maison en bois avec un toit de tôle rouillé, sa clôture déformée et affaissée comme si elle pouvait tomber à tout moment. Il a garé la moto, et resté là un moment pour se ressaisir, puis a frappé à la porte. Elle s'est ouverte peu de temps après. Une femme aux cheveux bruns ternes, âgée de plus de 30 ans, l'a examiné de la tête aux pieds. Son expression ne montrait aucune surprise, mais aucune bienvenue non plus. « Qui cherchez-vous » a-t-elle demandé, sa voix rauque comme celle d'une fumeuse de longue date. Logan a croisé son regard. «
j'ai eu un accident près de la forêt. Une petite fille m'a aidé. Je pense qu'elle habite ici. Je voulais juste la remercier. La femme a haussé un sourcil. Il n'y a que moi et ma nièce ici. Elle dort et elle ne s'éloigne jamais. Comment s'appelle-t-elle? A demandé Logan, se penchant légèrement pour jeter un coup d'œil à l'intérieur. Émilie. Le cœur de Logan a fait un bond. Il s'est ressaisi. A-t-elle une tache de naissance sur son poignet gauche? Margot a plissé les yeux. Je ne laisse pas les étrangers examiner ma nièce. Son ton était direct, froid comme l'eau d'un puits de pierre. Logan ne voulait pas de problème. Il a reculé. Je comprends. Merci. Il s'est retourné et a fait quelques pas, puis s'est arrêté. Sur le rebord de la fenêtre intérieure, il y avait un petit cadre photo. Pas grand, mais assez clair pour qu'il reconnaisse le visage, clair. De longs cheveux, ce sourire doux et léger, cette inclinaison familière dans ses yeux. C'était elle, sans aucun doute. Cette maison avait jadis été celle de Claire, et cette femme, Margot, n'était autre que la sœur cadette de Claire. Logan ne l'avait rencontrée qu'une seule fois, la dernière nuit où Claire et lui avaient parlé. Il s'est retourné. « Vous êtes Margot, n'est-ce pas ?» Elle n'a pas répondu. Elle a simplement claqué la porte. Logan a sorti une vieille photo de son portefeuille. Claire était à côté de lui dans une simple robe blanche, tenant un petit bouquet de lavande. Une main reposait sur sa poitrine, touchant sa médaille. Ses yeux le regardaient comme si elle avait voulu dire quelque chose mais ne l'avait jamais fait. Il serra la photo fort, les yeux fixés sur la porte fermée. Son cœur battait la chamade, mais pas de colère. C'était quelque chose de plus profond, quelque chose dans ses tripes qui hurlait. Émilie n'était pas seulement la fille qu'il avait sauvée, elle portait la tache de naissance qui traversait sa famille. Elle portait le nom dont Claire avait autrefois rêvé. Elle vivait dans la maison de Claire. Et maintenant, elle était cachée derrière le silence. Logan serra les poings, les yeux plissés. Il savait que ce n'était pas la fin. Ce n'était que le début. Les jours suivants, Logan est resté caché derrière une rangée d'arbres près de la clôture de la vieille maison en bois, à moins de 20 mètres. Il a vu la petite fille recroquevillée sur un tapis déchiré étendu dans la cour. C'était Émilie. Elle serrait un oreiller usé, le dos légèrement voûté, bougeant à peine. Logan est resté immobile. Il n'a pas appelé, n'a pas bougé, il a juste regardé. Elle ne souriait pas, ne chantait pas, ne jouait pas comme un enfant de son âge devrait le faire. Elle restait simplement assise là, comme un petit objet oublié au milieu d'une cour grise et sans vie. À travers la faible lueur qui s'échappait de la fenêtre, il a aperçu Margot à l'intérieur, faisant les 100 pas avec un téléphone à la main. Elle n'a jamais regardé dehors. Rien dans la maison ne ressemblait à un foyer. Logan a baissé les mains. Dans la poche de sa veste, l'écharpe grise argentée était toujours là. Il l'a sortie. L'écharpe était légère comme l'air, portant l'odeur de moisi du sol forestier et une légère trace de quelque chose de plus ancien, comme un tissu longtemps serré contre soi. Logan a passé sa main le long du bord de la laine. Tout à coup, les souvenirs se sont allumés dans son esprit comme des lampes de poche dans l'obscurité. Claire s'était un jour penchée sur son épaule, ses doigts occupés avec une pelote de laine. Point par point, elle tricotait en parlant, « Je ne suis pas très douée pour ça, mais je veux que la première écharpe que je fais soit faite à la main, pour notre enfant un jour. » Une fille? A-t-il demandé. Oui. Logan a reniflé doucement, a plié l'écharpe et l'a soigneusement glissée dans la poche de poitrine de sa veste. Il s'est rendu à la plus petite épicerie générale près de la bifurcation de la route forestière, où les villageois disaient que quelqu'un pourrait connaître des détails sur la maisonnée de Margot. Une seule personne s'y trouvait, une femme âgée au dos courbé et aux cheveux blancs comme le givre, qui servait du thé tout en feuilletant un registre. Logan l'a salué poliment et a posé des questions sur la maison de Margot. La vieille femme l'a fixé pendant quelques secondes, puis a hoché la tête. « Vous êtes l'homme de cet accident l'autre jour, n'est-ce pas ?» Oui. Logan a été surpris. La femme a lentement posé la théière. Elle s'appelle Émilie. Je la connais. Elle vient parfois ici acheter des biscuits. Elle ne dit pas grand-chose, elle se contente de baisser la tête. Pauvre petite. Elle a baissé la voix. Margot n'est pas une mauvaise personne,
mais depuis le décès de sa sœur, elle a changé. Elle est devenue irritable, froide. Et cet enfant, elle ne lâche jamais cette écharpe. Chaque fois qu'elle se fait gronder, elle s'assoit seule dans un coin de la cour, la serrant fort, sans faire un bruit. Logan a dégluti difficilement. Savez-vous qui était la mère de la fille? Oui. Douce Claire. Une âme douce. La sœur aînée de Margot. Elle est décédée à peine 2 mois après avoir accouché. Les gens disent qu'elle a écrit des lettres à un homme, qu'elle les a envoyées, sans jamais obtenir de réponse. Je ne sais pas pourquoi cet homme n'est jamais venu, mais qu'une femme porte un enfant seul et quitte ce monde ainsi, c'est déchirant. Logan n'a pas parlé. Sa main s'est crispée autour de la sangle de son manteau. Les veines se sont gonflées sur le dos de sa main. Un vent froid a balayé sous les avant-toits, faisant bruire les feuilles sèches à ses pieds. Il est resté immobile, sa respiration devenant plus lourde, comme si quelque chose au fond de sa poitrine s'était brisé. Claire l'avait attendu. Elle avait écrit des lettres, les avait envoyées, continuait à les envoyer, et il n'en avait aucune idée. La sensation l'a frappé comme une vague scélérate, perdre quelque chose pour toujours. Pas de cri, juste froid, profond, vide. Logan a baissé la tête. Il ne savait pas combien de temps il était resté ainsi, seulement qu'au moment où il a relevé les yeux, ses yeux étaient bordés de rouge, mais pas une seule larme n'avait coulé. Le soir est tombé rapidement. Le ciel a commencé à se brouiller d'une légère pluie. Logan est retourné à son logement temporaire au village, une chambre louée à la journée, modeste, avec un lit en bois et une petite table près de la fenêtre. Il s'est assis, a posé l'écharpe devant lui et a allumé la petite lampe de bureau jaune. La douce lueur éclairait les fils gris argentés, les faisant scintiller comme le givre matinal. Les poings étaient serrés mais irréguliers, exactement comme Claire avait l'habitude de tricoter. Elle avait une fois avoué, mes mains sont maladroites, mais cette écharpe, c'est la première que j'ai faite seule. À l'extrémité de l'écharpe, quelques brins s'étaient effilochés, les fils desserrés en boucle. Logan s'est penché, les brossant doucement. On aurait dit que quelqu'un l'avait arraché à de petites mains fragiles. À ce moment, une voix discrète a parlé derrière lui. Elle l'a arraché des mains de la fille. Je l'ai vu. Logan s'est retourné. C'était Madame Iéna, la voisine âgée qui vivait à côté de Margot. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte, tenant un sac de médicaments, comme si elle venait juste de déposer quelque chose. Pas de drame, pas de surprise, juste de la fatigue et une tristesse persistante dans ses yeux fatigués. Ce jour-là, je l'ai vue de ma fenêtre de cuisine. La fille serrait l'écharpe, pleurant sans un bruit. Margot criait, « Jette cette chose. Ta mère est morte. » Puis elle l'a arrachée de ses mains et l'a jetée par-dessus la clôture. Elle a soupiré, ses yeux dérivant vers quelque chose de lointain, comme si elle ne voulait pas se souvenir. L'écharpe a atterri dans le jardin. Le vent l'a emportée. J'ai pensé à dire quelque chose, mais j'ai eu peur. Plus tard ce soir-là, alors que le ciel virait au gris ardoise, Émilie a vu un moineau blanc perché sur une branche d'arbre près de la clôture. Elle s'est souvenue de ce que sa mère lui avait autrefois murmuré quand elle avait encore assez de souffle pour chanter des berceuses, « Si jamais tu vois un moineau blanc, cela signifie que maman est venue te rendre visite. » Émilie a doucement ouvert la porte arrière et est entrée pieds nus dans la cour. Le vent a soufflé, faisant bruire les arbres et soulevant doucement l'écharpe argentée dans l'air, où elle s'est accrochée à une branche basse près de la lisière des bois. Elle a couru après. Alors qu'Émilie se penchait pour ramasser l'écharpe, un bruit a retenti de la petite route en hauteur, verre brisé, métal frappant la pierre. Puis le silence. Un véhicule s'était renversé sur le côté, un mince filet de fumée s'élevant. Serrant l'écharpe, le cœur d'Émilie s'est emballé. Elle a couru vers le bruit pour la première fois de sa vie, franchissant la clôture sans demander la permission. Et c'est alors qu'elle a rencontré l'homme piégé dans la voiture. De retour au présent, une légère pluie tombait alors que Logan tournait sur le chemin pavé menant à la maison de retraite à l'extrémité sud de la ville. Il a marché lentement dans le couloir, les mains dans les poches de son manteau. Quelques jours plus tôt, grâce aux archives de l'hôpital où Claire avait été traitée, il avait trouvé l'adresse de son unique parente vivante, Madame Helena Marlowe, la mère de Claire. Elle avait maintenant la 80aine, était presque aveugle, et vivait dans l'établissement de soins depuis un léger AVC l'année précédente. Logan est entré dans la chambre 206. L'espace était petit.
La vieille femme était assise près de la fenêtre, une tasse de thé froid posée sur la table à côté d'elle. Ses yeux étaient voilés, mais au son des pas, elle a légèrement tourné la tête, l'inclinant comme si quelque chose dans le moment lui semblait familier. « Bon après-midi, Madame Marlowe » a dit Logan, sa voix profonde et douce. Il s'est un peu rapproché, juste assez pour qu'elle le voie plus clairement, si elle le pouvait, mais il a gardé une distance respectueuse. « Mon nom est Logan. Je suis désolé si je vous dérange. » Madame Helena a cligné des yeux lentement, ses yeux fanés essayant de se concentrer. Un léger sourire fatigué a dessiné ses lèvres. « Oh, non, vous ne me dérangez pas. C'est agréable d'avoir un visiteur. Vous me semblez familier. J'ai l'impression de vous avoir déjà vu, n'est-ce pas ?» Logan a souri, chaleureusement et doucement. « Peut-être, c'est possible. Je suis venu vous demander quelque chose, si vous le voulez bien. Puis-je m'asseoir ? » « Oh, je vous en prie, » a-t-elle dit, faisant un geste de la main. « Asseyez-vous. Voulez-vous boire quelque chose ? Je pourrais demander à l'infirmière d'apporter du thé chaud. »« Oh, non, merci beaucoup, » a répondu rapidement Logan, prenant la chaise à côté d'elle. « J'ai déjà bu quelque chose. Je voulais juste vous parler un peu. Je suis venu parce que je cherche quelqu'un. » Il a fait une pause, la regardant dans les yeux, bien qu'il sût que sa vue était mauvaise. « J'essaie d'en savoir plus sur Claire. Claire Marlowe. Je sais quelle était votre fille. » Silence. Après un moment, elle a expiré, ses paupières se fermant comme si elle plongeait profondément dans le passé. « Logan, » a-t-elle dit enfin. « Donc, c'est vous. Ce nom, c'est le nom auquel elle s'est accrochée. Cette fille a tellement souffert à cause de vous, mais Claire ne vous a jamais blâmé. Elle vous aimait plus qu'elle ne l'a jamais admis. Margot, cependant, a-t-elle hésité, Margot ne vous a jamais aimé, peut-être parce que Claire était toujours celle que les gens aimaient le plus. Et quand Claire a découvert qu'elle était enceinte, elle était terrifiée, mais elle ne me l'a pas caché. Elle vous a écrit des lettres, vous les a envoyées plus d'une fois. » Logan s'est redressé. « Je n'ai jamais reçu une seule lettre. » Elle s'est tournée vers la petite table à côté de son lit, ses mains tremblantes alors qu'elle ouvrait le tiroir. À l'intérieur, elle a sorti une petite boîte en bois enveloppée d'un ruban d'argent. Elle l'a posée sur la table et l'a poussée vers Logan. « Ce sont les lettres de Claire. Je les ai gardées. Elle m'a demandé de le faire, au cas où Margot essaierait de les détruire. » Logan a défait le ruban. À l'intérieur se trouvaient plus de 10 enveloppes, chacune adressée à lui dans cette écriture penchée et douce qu'il connaissait par cœur. Il a pris la première lettre. À l'intérieur, Claire avait écrit « Logan, je ne sais pas si tu liras un jour ceci. J'espère juste qu'un jour ces mots te trouveront. Je suis enceinte. Je crois que le bébé est le tien, et je ne le regrette pas. Je veux juste que tu saches la vérité, même si tu ne m'aimes plus. Tu as toujours le droit d'être un père. » Les mains de Logan tremblaient. Il a parcouru les autres, des lettres écrites mois après mois, chacune remplie de pensées silencieuses, d'histoires de sa fatigue pendant la grossesse, de matins solitaires et de rêves d'une petite fille avec des yeux exactement comme les siens. Enfin, il a ouvert la dernière lettre. L'encre était légèrement tachée, comme si elle avait été brouillée par des larmes. « Si je pars, s'il te plaît, pardonne-moi. Et si l'enfant survit, s'il te plaît, trouve-la. Ne la laisse pas grandir dans le silence. » Logan a refermé la lettre et a pressé sa main contre son front. Une vague de fureur a monté dans sa poitrine, non pas contre Claire, mais contre lui-même, pour avoir laissé toutes ces années s'écouler sans chercher, sans se demander, sans regarder en arrière. Émilie avait toujours été là, même quand il pensait que le monde lui avait tout pris. Il s'est levé d'un bond, s'est dirigé vers la table contre le mur, son poing serré. Un bruit sourd a retenti alors qu'il le frappait contre le bois. La table a légèrement tremblé. La douleur dans sa main n'était rien comparée aux 1000 lames qui lui transperçaient le cœur. Un son grave et guttural s'est échappé de sa gorge, un cri né de l'angoisse, de la culpabilité et d'une perte irréparable. Madame Eleanor n'a pas scié. Elle a seulement secoué doucement la tête, ses yeux voilés empreints d'une profonde sagesse. « Elle vous a attendu, » a-t-elle dit, sa voix ferme et basse, jusqu'à ce qu'elle n'ait plus la force d'attendre. Logan s'est retourné brusquement, les épaules tremblantes. Il a regardé Madame Eleanor,
les yeux injectés de sang, remplis d'une douleur si lourde qu'elle ne pouvait être exprimée. Elle m'a attendu? A-t-il roqué. Sa voix était éraillée, comme si chaque mot était un fardeau trop lourd à porter dans son esprit. Le sourire radieux de Claire est revenu, son regard aimant, mais maintenant son image se tenait fragile, seule, attendant quelque chose qui n'est jamais venu. Il avait tout manqué l'occasion de savoir, d'être là, de protéger la femme qu'il aimait et l'enfant qu'ils avaient créé. Le regret a déferlé comme une bête hurlante dans sa poitrine, coupant chaque souffle. Où étais-je? Pourquoi ne savais-je pas? A-t-il murmuré, non pas à elle, mais à lui-même. Les mots sont restés en suspens dans l'air comme une malédiction qui ne se lèverait jamais. Et il a su alors qu'il devait faire quelque chose de courageux, quelque chose qui pourrait commencer à réparer un tort qui était resté trop longtemps sans réponse. Cet après-midi-là, Logan s'est rendu chez la femme qui tenait l'épicerie du village. L'épicière âgée, désormais habituée à son visage, n'a pas été surprise lorsqu'il a demandé à emprunter le vieux peigne d'Émilie, celui qu'elle avait fait tomber la semaine précédente en achetant des biscuits. Pensez-vous qu'il pourrait y avoir encore un cheveu sur ce peigne? A-t-il demandé. La vieille femme a esquissé un léger sourire. Oui. Je ne sais pas pourquoi vous en avez besoin, mais prenez-le, tout. Il l'a remercié et a soigneusement enveloppé le peigne dans du papier, le plaçant en toute sécurité dans sa poche. De retour dans sa chambre, Logan a contacté un laboratoire d'ADN privé dans la ville la plus proche. Par l'intermédiaire d'un vieil ami du corps médical militaire, il a fait en sorte que l'échantillon soit envoyé cette nuit-là. Même si, au fond de lui, il était déjà sûr, il avait besoin de quelque chose d'officiel, pour Émilie, pour Claire et pour lui-même. Cette nuit-là, Logan n'a pas dormi. La pluie a tapoté légèrement à la fenêtre jusqu'au lendemain matin. En revenant vers le centre-ville, il a pris un chemin de terre près de l'ancienne base où il avait autrefois servi. La porte était rouillée, envahie par les herbes folles. Les bâtiments bas étaient toujours là, maintenant réaffectés au stockage ou à l'administration. Alors qu'il s'apprêtait à faire demi-tour, une voix l'a appelé par derrière, « Monsieur Logan Miles ?» Il s'est retourné. Un jeune soldat en uniforme s'est approché, tenant son casque sous un bras. « Monsieur, » a dit le soldat, « je voulais juste vous transmettre un message. Le capitaine Derrick vous cherche. » Logan a plissé les yeux. « Derrick qui ?» Le capitaine Derrick Burns, ancien officier des opérations, Syrie 2017. Il a servi avec vous, n'est-ce pas? Logan a resserré sa prise sur le volant. Il n'avait pas l'air très content, a ajouté le jeune homme, sa voix plus basse. Logan a jeté un coup d'œil dans le rétroviseur. Son visage est devenu froid. Il a compris. Des secrets commençaient à se démêler, et il y avait des gens qui ne voulaient pas que la vérité survive très longtemps. Le bar The Eagle's Nest était niché à flanc de colline, un endroit où les vétérans se retrouvaient souvent le week-end. La porte en bois s'est entr'ouverte en grinçant, la vieille enseigne cliquetant doucement dans le vent. Logan a poussé la porte et est entré. L'air à l'intérieur était épais d'odeurs de bière éventée et de fumée de cigarettes. Logan s'est dirigé vers le bar et a commandé un bourbon. Il n'avait pas l'intention de le boire, il avait juste besoin d'une raison de rester. C'est ici qu'on lui avait dit qu'il rencontrerait quelqu'un de familier. Peu de temps après, la porte s'est rouverte. Derrick Burns, grand, vêtu d'une tenue civile impeccable, les cheveux coupés courts, est entré avec une démarche arrogante qui n'avait pas changé. Il a scanné la pièce, a repéré Logan, et a esquissé un demi-sourire narquois avant de s'avancer. Sans attendre d'être invité, Derrick s'est assis, tapotant ses doigts sur le bord d'un verre vide. « Logan » a-t-il dit, comme si c'était à la fois une salutation et un avertissement. « J'ai entendu dire que tu avais failli mourir. » Logan l'a regardé, les yeux glacials. « Je n'y suis pas tout à fait parvenu. » Derrick a laissé échapper un rire sec. Il a jeté un coup d'œil autour de lui, puis s'est légèrement penché en avant. La légère odeur de cologne coûteuse se mêlait à une vieille trace de poudre à canon. Sa voix a baissé, la moquerie ayant disparu. Un conseil, certaines choses sont mieux laissées de côté. Personne ne veut que le passé soit déterré, surtout quand tout le monde mène une vie agréable et tranquille maintenant. Logan n'a pas répondu. Il a attendu, calme et silencieux, laissant Derrick en venir au fait. Derrick a continué, tu as toujours une copie du rapport de l'époque. Il a regardé Logan dans les yeux.
Ne fais pas l'idiot. Tu connais les personnes impliquées dans cette opération. Aucune d'entre elles ne veut que son nom fasse les gros titres. Ni moi, ni ton ancien PDG, ni les gens qui, disons, financent la prochaine phase. Logan a immédiatement compris. Il a compris pourquoi Derek l'avait contacté si rapidement. Il a esquissé un léger sourire narquois. Donc, mon accident faisait aussi partie de cette campagne? Derek a posé ses coudes sur la table et s'est penché en arrière, riant légèrement. Tu sais, Logan, je n'ai pas besoin d'être plus explicite. Sache juste ceci. Il s'est penché, sa voix tranchante, presque acérée. Tu ferais bien de disparaître, ou nous nous assurons que tu le fasses, d'une manière ou d'une autre. Logan l'a regardé, assez longtemps pour que l'air entre eux s'épaississe. Derek a haussé un sourcil et a ajouté, et la fille qui t'a sauvé, je me suis aussi renseigné sur elle. J'en sais juste assez sur qui elle est vraiment. Fais le bon choix, Logan, pour elle. Tu me menaces? A dit Logan, sa voix monocorde. Tu t'en prends à moi, je laisse passer. Mais si tu oses ne serait-ce que respirer près de quelqu'un à qui je tiens, ce sera la plus grosse erreur que tu aies jamais faite. Il s'est levé, laissant le bourbon intact sur la table, avant de sortir. Ne crois pas que parce que je ne suis plus en uniforme j'ai oublié comment me battre, a-t-il dit par-dessus son épaule sans regarder en arrière. Derek a ri derrière lui, mais c'était un rire court, tendu et creux. Il faisait nuit quand Logan est retourné dans sa chambre. Une brise froide s'est glissée par le cadre de la fenêtre, faisant onduler les rideaux. Il s'est assis sur le bord du lit, immobile. Tout refaisait surface maintenant, le passé sordide, un accident calculé et une petite fille prise dans la toile froide du silence. Ils veulent enterrer le passé, murmura Logan, et elle avec. Il a regardé la poche de sa veste où reposait la dernière lettre de Claire. Sous ces mots manuscrits, s'il te plaît, trouve-la, il avait écrit une ligne de plus, en petites lettres fermes, je ne la laisserai pas grandir dans l'obscurité. Son téléphone a vibré. Numéro inconnu. Il a répondu. Logan Miles? Une voix de femme. Oui, c'est le laboratoire Davison. Les résultats ADN pour vous et Emily sont complets. Nous venons de vous les envoyer par courriel. Correspondance génétique, 99,99%. Emily est votre fille biologique. Logan n'a pas répondu. Il a hoché la tête, même si personne ne pouvait le voir. Merci, a-t-il dit doucement, puis a raccroché. Sa voix tremblait, rauque et inconnue même pour lui-même. Il est resté immobile longtemps, puis a ouvert son téléphone, est allé dans ses emails et a trouvé le fichier PDF. Les mots étaient cliniques, froids, scientifiques, mais pour Logan, ils étaient un serment sacré écrit par le destin lui-même. Cette petite fille est son sang, le sien est celui de Claire. Une partie de lui a vécu et grandi, et il ne l'a jamais su. L'image d'Emily, ses grands yeux, son visage innocent, a surgi dans son esprit. Elle ne semblait plus être seulement une enfant apparue de nulle part. Elle était sa fille, la fille de Claire, un morceau de leurs âmes toujours ici dans le monde. Logan s'est penché en arrière sur sa chaise, les yeux fermés. Plus de doute, plus d'attente. Il était temps d'agir. 6 heures. Le vieux réveil a émis un bip unique et court avant de se taire. Emily a ouvert les yeux sans avoir besoin d'une deuxième sonnerie. Elle s'est assise, a plié sa couverture, rangé son oreiller et est allée à la salle de bain. Ses mouvements étaient silencieux et mécaniques, comme si elle avait été programmée. Pas un mot, pas un son. Quand elle est sortie, Margot se tenait déjà à la porte de la cuisine. Ses cheveux étaient attachés en un chignon désordonné, une tasse de café dans une main, ses yeux fixés sur son téléphone. Elle n'a pas regardé Emily. « Habille-toi », a dit Margot sèchement. « Je ne veux pas que les gens pensent que je te néglige. » Emily a hoché la tête. Elle a reculé et s'est glissée dans la petite chambre. La vieille armoire en bois a gémi quand elle a ouvert le tiroir du bas. Elle a sorti une robe grise et une paire de chaussettes blanches usées. Elle les a mises sans miroir, sans demander. Ses yeux se sont posés sur le coin de l'armoire. C'était l'endroit où elle gardait l'écharpe argentée, le seul souvenir de sa mère. Mais maintenant, c'était vide. Margot l'avait jeté ce jour-là. Emily n'a pas pleuré. Elle savait que dans cette maison, pleurer ne changeait rien.
Elle était restée là longtemps, comme si la douleur avait dépassé ce que les larmes pouvaient exprimer. Elle a refermé la porte. Il n'y avait plus que le silence dans sa poitrine. Cet après-midi-là, une voiture argentée est entrée dans l'allée. Logan est sorti, impeccablement habillé, son expression calme. Il a frappé à la porte. Margot l'a ouverte légèrement, ses yeux prudents, les lèvres serrées. « Qu'est-ce que vous voulez maintenant ?» Logan a tendu un petit sac en papier, sa voix courtoise. « Je voulais juste vous remercier. Émilie m'a aidé l'autre jour. Je pensais pouvoir l'emmener faire une courte promenade, peut-être lui acheter une glace, juste un après-midi. » Margot a plissé les yeux, comme pour lire la vérité derrière ses mots, mais ne trouvant aucune raison de refuser, elle a finalement hoché la tête. « D'accord, mais ramenez-la avant la tombée de la nuit. » Logan a hoché la tête. « Je la ramènerai à 17h. » La porte s'est ouverte. Émilie est sortie, les mains jointes. Elle n'a pas posé de questions, elle n'a pas parlé. Elle a juste regardé Logan, puis l'a suivi tranquillement jusqu'à la voiture. Le petit parc au bord du lac avait des bancs de pierre ébréchés et quelques érables, jetant leurs ombres sur l'eau. C'était un bel après-midi, un soleil doré et une légère brise faisant bruire les feuilles. Logan tenait la main d'Émilie, sentant la douceur de ses petits doigts dans sa paume. Il lui avait acheté une glace à la fraise avec des vermicelles arc-en-ciel, et elle a gloussé quand un peu lui est resté au coin de la bouche. Ils ont fait un tour de carrousel ensemble, et le son du rire éclatant d'Émilie l'a réchauffé, faisant fondre un peu de la glace longtemps retenue à l'intérieur. Plus tard, Logan l'a porté sur son dos autour du lac, lui montrant les canards pagayant dans l'eau. Émilie a bavardé, posant des questions sans arrêt, ses yeux brillants, et Logan a souhaité que le temps s'arrête là pour toujours, juste dans ce moment paisible. Logan a fouillé dans son sac et a sorti l'écharpe argentée, maintenant lavée et soigneusement pliée. Il l'a placée doucement sur les genoux d'Émilie. Elle l'a fixée, a cligné des yeux une fois, puis ses petites mains ont tremblé alors qu'elle la prenait. Elle l'a serrée instinctivement contre sa poitrine, comme si quelque chose de perdu venait d'être rendu, un morceau d'elle-même rattaché. Ses petites mains serraient le bord du tissu. Logan n'a rien dit. Il l'a juste regardé, puis a parlé doucement, « Crois-tu au moineau blanc ?» Émilie a légèrement hoché la tête. « Ta maman m'a dit une fois que quand tu lui manquerais, le moineau viendrait. » Logan s'est détourné, la gorge serrée. Cette petite fille, avec son silence, venait de répondre à tout ce qu'il avait besoin de savoir. De la poche de son manteau, il a sorti une vieille photographie, claire souriante, ses mains entourant son ventre, et l'a placée dans la main d'Émilie. « Ta maman t'aimait tellement, » a-t-il dit, sa voix basse, comme s'il parlait à lui-même, et elle a un jour aimé un homme qui n'était pas là quand elle avait le plus besoin de lui. Émilie n'a pas entièrement compris les mots, mais elle a tenu la photo longtemps, comme si elle essayait de sentir la présence de la femme qui y figurait. Puis, après une pause, elle l'a regardé, ses grands yeux ronds remplis d'inquiétude, et a enfin prononcé ses premiers mots à lui, la question qu'elle avait peut-être enfouie en elle pendant très longtemps, « Vas-tu disparaître comme mon papa l'a fait ?» Logan l'a regardé dans les yeux et a répondu fermement, « Non, je ne vais nulle part. Je reste ici avec toi, Émilie. Toujours. » Ce soir-là, Logan est rentré en ville et s'est garé devant un vieil immeuble de 3 étages, le cabinet d'avocat Jensen. Il est monté au 2e étage et a remis une épaisse enveloppe, son expression stable. Ceci contient les résultats ADN, des copies des lettres de la mère d'Émilie, et de vieilles photos de Claire. Je souhaite déposer une demande de tutelle légale. Jensen a hoché la tête. Nous déposerons cela cette semaine. Si la tutrice actuelle s'y oppose, nous irons devant les tribunaux. Je suis prêt, a répondu Logan. L'avocat l'a étudié attentivement. Vous êtes sûr? Il pourrait riposter durement, même exhumer d'anciens dossiers militaires pour les retourner contre vous. Logan a esquissé un léger sourire las. Je n'ai plus rien à perdre. Et cette fois, je ne reculerai pas. Ailleurs, dans une cuisine sombre, Margot a posé son téléphone après avoir mis fin à un appel. Ses yeux se sont plissés. Sa voix est sortie tendue, froide. Il fouille. Une voix grave a répondu de l'autre bout, métallique et sans émotion. Il devrait se souvenir que ceux qui fouillent trop profondément finissent parfois par être enterrés. L'identification de l'appelant avait clignoté sur l'écran juste avant qu'il ne s'éteigne, Derek Burns. Samedi matin, le ciel était gris.
Logan s'est garé devant l'ancienne maison de Claire. Margot a ouvert la porte. Elle portait une robe effilochée, ses cheveux étaient tordus en un chignon désordonné, ses yeux se sont fait méfiants dès qu'elle a vu Logan. « Encore vous » a-t-elle dit, son ton sec. Logan a esquissé un léger sourire, glissant une main dans la poche de son manteau où un petit appareil d'enregistrement fonctionnait discrètement. Il a légèrement incliné la tête poliment. « J'avais juste quelques questions sur Claire, sur Émilie. J'ai encore de vieilles photos. » Margot a fait une pause, puis a ouvert la porte plus largement. « Quoi que vous fassiez, faites vite. Je suis occupé. » L'intérieur de la maison était tout aussi sombre que la dernière fois que Logan l'avait visité. Il est entré, scannant lentement chaque recoin avec soin. Dans le salon, la photo de Claire était toujours dans son cadre, non nettoyée, non éclairée par de l'encens, presque oubliée. Margot s'est laissée tomber dans le fauteuil. Logan est resté debout, sa voix calme et tranquille. « Claire vous a-t-elle déjà parlé de moi avant de mourir ?» Margot a laissé échapper un rire sec. « Vous parlez de vous ?» Elle n'en a jamais eu l'occasion. Vous avez disparu, et elle est restée là à attendre comme une idiote. Elle m'aimait, a dit Logan simplement, et je ne savais rien d'Émilie, pas avant. Margot l'a interrompu. Cet enfant n'a besoin de personne. Sa mère est morte, ça suffit. Mieux vaut que vous ne reveniez pas ici, à moins que vous ne cherchiez à être à nouveau poussé d'une falaise. Les mots ont quitté la bouche de Margot aussi facilement qu'une brise, mais pour Logan, ils ont frappé comme des clous, scellant le couvercle d'un cercueil de suspicion. Il a hoché la tête, indifférent. Merci pour votre temps. Cet après-midi-là, Logan s'est assis avec l'avocat Jensen dans un petit bureau derrière le tribunal de comté. La lumière fluorescente se répandait sur une épaisse pile de documents étalés sur le bureau. Jensen a montré une photocopie de la demande de tutelle. C'est ce que Margot a soumis pour obtenir la garde d'Émilie après la mort de Claire. Mais regardez attentivement, la signature du médecin pour les certificats de naissance et de décès ne correspond pas. L'adresse de l'hôpital a été manuellement modifiée. Plus important encore, il n'y a pas de consentement écrit de Claire. Logan est resté immobile, les mains jointes. Donc, elle a réclamé la tutelle en utilisant des documents falsifiés. A-t-il dit. Jensen a hoché la tête. Et si nous pouvons prouver des preuves d'abus, de négligence ou même d'exploitation financière d'Émilie, le tribunal vous donnera raison. Logan a fouillé dans son manteau et a sorti un appareil d'enregistrement. Ceci contient une conversation où Margot parle de mon accident de voiture. Les yeux de Jensen se sont illuminés. Donc, elle est aussi liée à l'accident. Logan a hoché la tête lentement. Elle n'a pas agi seule. J'en suis sûr. Ce soir-là, Logan s'est rendu dans une ruelle bordée de pierres, du côté et de la ville, où vivait Madame Yenner. Après quelques légers coups, elle a ouvert la porte. Elle l'a invité à entrer et lui a servi du thé. Sa petite cuisine était remplie de linge brodé à la main et de cactus en pot sur le rebord de la fenêtre. Elle a commencé, Claire, elle vous aimait profondément. Même lorsque la grossesse l'épuisait, elle se traînait toujours jusqu'à la poste pour envoyer ses lettres. Je suis allé avec elle une fois. Elle a écrit quelque chose de long, l'a scellé dans une enveloppe de couleur crème. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Margot l'a découvert. Elle était furieuse, a déchiré la lettre juste devant nous. Claire a pleuré. Elle n'a plus jamais essayé d'en envoyer une autre. Logan a serré les poings. L'histoire correspondait exactement à ce que Eleanor lui avait dit. Avez-vous vu Claire vers la fin? Madame Yenner a hoché la tête. Elle était faible, mais elle regardait toujours votre photo tous les jours. Elle disait que si Logan avait su, peut-être que tout aurait été différent. Les mots ont frappé Logan comme la foudre. Si Logan avait su. Oui, s'il avait su, s'il avait reçu ses lettres, s'il n'avait pas été trompé, s'il n'avait pas été si aveugle. Tout aurait pu être différent. Claire n'aurait peut-être pas mouru seule. Émilie aurait pu avoir une vraie famille. Et il ne vivrait pas dans l'ombre de sa propre négligence, de ce mensonge insupportable. Logan est retourné à la maison de Claire, cette fois-ci pendant que Margot était absente. Utilisant la clé que Claire avait autrefois donnée à Madame Yeager, maintenant passée à lui, il a déverrouillé la porte et est entré dans son ancienne chambre. Le tiroir du bas était fermé à clé.
Logan a utilisé un couteau de poche, a délicatement forcé le loquet. Il a cédé. À l'intérieur se trouvait un dossier, scellé dans une vieille pochette en plastique, un livret d'épargne, des documents de transfert de propriété et un compte fiduciaire créé pour Emily, le tout organisé par Claire dans une banque privée. Une note manuscrite dans la marge de la déclaration d'héritage a figé Logan, si aucun tuteur légal n'est nommé avant l'âge de 7 ans, tous les actifs sont transférés au dépositaire actuel. Et sous cette note, à exécuter en novembre de l'année prochaine. La main de Logan a froissé le bord du papier. Margot n'avait pas seulement caché Emily, elle attendant de revendiquer légalement tout. Ce n'était pas seulement un vol, c'était un meurtre lent et silencieux par l'isolement. Il a quitté la maison au moment où la pluie commençait à tomber. De grosses gouttes ont tambouriné sur le toit comme des tambours d'avertissement. Peu après, Logan s'est rendu à l'ancienne base militaire où il avait autrefois servi. Le bâtiment des archives de campagne se trouvait derrière la caserne principale. Mais quand il est arrivé, il a gelé. Le portail en fer était entrouvert. À l'intérieur, l'odeur de fumée flottait dans l'air. Une partie du bâtiment avait brûlé. De la suie rayait les murs, les classeurs étaient tordus et noircis, des papiers carbonisés jonchaient le sol. Il s'est accroupi, a ramassé une page intacte. Son bord brûlé, mais les mots encore lisibles, Opération Iron Sparrow, 2017. Rapport confidentiel. Chef tactique, Derek B. Logan a plissé les yeux. Il effaçait les traces, mais il était trop tard. Le lendemain matin, Logan était assis dans un petit café près de l'ancienne base, le site de l'ancien poste logistique. L'homme en face de lui était de petite taille et trapu, les cheveux poivre et sel, et les yeux dénués de toute flamme soldatesque. Ils appartenaient à quelqu'un de longtemps familier avec la déception. Harris. Ils avaient autrefois partagé un trou de renard, un fusil et d'innombrables ordres de déploiement sans nom. Harris a remué son café, puis a dit sans détour, « Logan, tu as gardé une copie du rapport de terrain, le raid de 2017. Tu savais ce qui s'était passé là-bas, et tu voulais que cela soit révélé. Mais cette copie a disparu. » Logan est resté silencieux. Harris a continué, « Derek savait que tu étais sur le point de l'envoyer. Quelqu'un de la base est entré dans tes quartiers, a pris la copie papier. Personne ne l'aurait dit, mais tout le monde savait que Derek était celui qui tirait les ficelles. » Logan a levé la tête. « Et maintenant, il veut que je me taise ?» Harris a hoché la tête. « Et il a de bonnes raisons, aussi. » De la poche de son manteau, Harris a sorti une page pliée, une photocopie d'un bulletin militaire vieux de 3 ans. Derek avait des liens financiers avec un entrepreneur militaire, un fournisseur tiers d'équipements radar. La société a été dissoute après une enquête, mais les rapports y afférents ont été expurgés. Quelqu'un le protège. Logan a serré la page dans sa main. Derek ne se contentait pas de manipuler une opération, il effaçait toutes les traces de lui-même du dossier. Cet après-midi-là, Jensen, l'avocat de Logan, a ouvert un fichier de données décrypté par un contact bancaire. Le fichier contenait un historique de transactions provenant d'un compte alias sous le nom de Redbird, un proxy sans identité enregistré. La première entrée, $5 000, le 12 octobre, jour exact de l'accident de Logan. Jensen a montré l'écran. Transféré depuis un portefeuille crypto anonyme, indirectement lié à un compte précédemment utilisé à Las Vegas par un ancien militaire nommé Derek Burns. Logan a fermé les yeux. Donc, ils sont de mèche. Et si nous agissons vite, a dit Jensen, le tribunal sera forcé de lancer une enquête parallèle. Non, a répondu Logan, les yeux s'ouvrant d'un coup. Ils n'attendront plus. Nous agissons maintenant. Cette nuit-là, Logan a traversé le col de montagne sous une légère bruine. La route était glissante, les phares brouillés par le brouillard. Il a laissé la radio éteinte, son esprit concentré sur l'assemblage de toutes les pièces. Puis, des phares ont jailli derrière lui. Dans le rétroviseur, un pick-up gris, sans plaque d'immatriculation avant, fonçait derrière lui, le talonnant de près. Logan a accéléré. Le camion a suivi. Une fois, il a failli le percuter sur le bas-côté. Il a viré brusquement, épousant un virage serré. Les pneus ont crissé, projetant de l'eau boueuse. Le camion a bondi après lui, essayant de le forcer à sortir de la route. Logan a dévié dans une légère dépression,
puis a donné un coup de volant et a fait tourner brusquement la voiture vers le haut. Le pick-up a perdu de l'adhérence, a heurté son pare-choc et a dérapé dans l'obscurité. Logan a halté lourdement, mais ses mains sont restées fermement agrippées au volant. Cette nuit-là, de retour dans sa chambre de motel, Logan a pensé de nouvelles contusions dues à la collision. Jensen est arrivé, tenant un dossier fraîchement imprimé. Ceci est suffisant pour que le tribunal convoque une audience d'urgence. Je viens de déposer une motion pour la suspension temporaire de la tutelle de Margot, en attendant un examen. Logan l'a regardé droit dans les yeux. Je ne reculerai pas. Ils ont tué Claire avec des mensonges. Ils essaient de laisser cet enfant mourir lentement dans le silence. Maintenant, c'est mon tour. Jensen a hoché la tête solennellement. Le lendemain matin, chez Madame Yeager, Émilie était assise tranquillement près de la fenêtre, coloriant avec une vieille boîte de crayons. Elle travaillait en silence, sans jamais lever les yeux. Quand Logan est arrivé, elle lui a tendu le dessin. C'était simple, un ciel gris, un moineau blanc volant au-dessus d'un sommet de montagne, et en dessous, une voiture renversée au bord de la forêt. Logan s'est assis et a pris le papier, ses yeux s'attardant. « Tu t'en souviens » a-t-il demandé doucement. Émilie a hoché la tête. « Oui, je me souviens. Il y avait un moineau, puis vous étiez coincé dans la voiture. J'ai couru vers vous. » Une seule goutte de sueur a coulé sur la tempe de Logan. Il l'a regardé dans les yeux, clair et inébranlable, comme s'il pouvait percer le brouillard sombre du souvenir. Il pleuvait légèrement ce matin-là alors qu'ils entraient dans le palais de justice du comté. Des lumières fluorescentes froides se reflétaient sur le parquet poli, projetant des reflets nets de figures tendues prenant place. Logan est entré, vêtu d'un simple costume gris cendré, tenant un dossier près de sa poitrine. Derrière lui, Jensen, son avocat expérimenté, portait une mallette et affichait une expression sévère. Margot était arrivée tôt. Elle était assise de l'autre côté de la salle, pâle sous un maquillage épais, les épaules remontées comme si elle pouvait se briser. À côté d'elle se tenait Hélène, l'assistante sociale, autrefois louée pour son dévouement au bien-être des enfants, maintenant fixant le sol, réticente à croiser le regard de qui que ce soit. Hélène était une femme d'une quarantaine d'années, ses cheveux décolorés ternes et tordus négligemment en un chignon avec un vieux stylo bille. Quand Logan avait visité les services sociaux pour la première fois pour se renseigner sur Émilie, elle était sortie d'une pièce étouffante, pleine de paperasse et d'air vicié, tenant toujours une tasse de café en carton. Le dossier d'Émilie ? Oui, je l'ai, avait-elle dit, feuilletant un classeur. Ses yeux avaient à peine jeté un coup d'œil à Logan. Elle vit avec sa tante depuis le décès de sa mère. Pas de préoccupation majeure. Personne n'a jamais évalué les conditions de vie d'Émilie ? Avait demandé Logan. Vous y pensez trop, avait haussé les épaules Hélène, la lèvre retroussée. Margot, c'est son sang. Tous les enfants sont un peu calmes. Je suis allé à la maison, pas de signe d'abus. Logan avait étudié ses yeux, minces, fuyants, rapides, manquant de conviction. Il n'avait rien dit de plus, juste hoché légèrement la tête, mais il l'avait noté. Ce n'était pas de l'indifférence, c'était de la complicité. Plus tard, lorsqu'il a examiné les registres de supervision, Logan a trouvé des rapports copiés-collés, des signatures non concordantes et des journaux de visite manquants, tous signés par Hélène. Elle était un maillon silencieux dans la chaîne des mensonges. Au dernier rang, Émilie était assise à côté de Madame Yeager. Elle ne portait plus sa vieille robe grise. Aujourd'hui, elle portait un sweat à capuche blanc en polaire avec un petit moineau brodé sur son cœur. Ses mains tenaient toujours l'écharpe argentée. Son regard n'était pas effrayé, juste tranquille. Logan l'a regardé et a fait un petit signe de tête. Émilie a répondu. La cour est maintenant en session. La voix du juge a résonné, audience sur le litige concernant la tutelle d'un mineur et les allégations connexes. Jensen s'est avancé, a ouvert le dossier. Sa voix était ferme, mesurée. Votre honneur, mon client, Logan Miles, est le père biologique d'Emily Saunders. Il est également la seule personne au cours des 6 dernières années à avoir découvert toute la vérité sur la mort de Claire Saunders, la mère d'Emily, et une série de violations légales et éthiques, y compris l'abus de tutelle, l'exploitation financière, la dissimulation délibérée de l'identité de l'enfant, et potentiellement la conspiration en vue de commettre une tentative de meurtre pour obstruction à la justice.
il a commencé à présenter les preuves, résultats d'ADN, lettres manuscrites de Claire, déclarations sous serment de Madame Yeager et de Harris, relevés financiers reliant l'alias, Redbird, aux paiements effectués à Margot. Chaque document était estampillé, certifié et clairement présenté. Puis, l'enregistrement audio a été diffusé. La voix de Margot a retenti dans la salle d'audience, nette et indéniable. Elle n'a besoin de personne. Sa mère est morte, ça suffit. Ne revenez pas ici, à moins que vous ne vouliez finir en bas de cette colline. L'air est devenu lourd, comme si tout le souffle avait été aspiré de la pièce. Margot a baissé la tête, mais n'a rien dit. Jusqu'à ce que Jensen place un rapport bancaire imprimé sur la table. Il montrait clairement un dépôt de $5000 sur son compte le jour exact où la voiture de Logan était tombée de la route. C'est laquelle a crié « Ce n'était pas moi ». C'était lui. Derek m'a dit de tout effacer. Je n'ai fait ça que pour l'argent. Je n'ai tué personne. Sa confession a explosé dans la pièce, laide, frénétique, tombant de sa bouche comme la dernière lame fendant le masque qu'elle portait depuis des années. Dans le couloir, Emily a pressé son visage contre le verre dépoli. Ses yeux n'étaient plus confus. Ils ne contenaient plus qu'une seule chose, un besoin de vérité. Les portes de la salle d'audience se sont ouvertes en grand. Derek Burns est entré, arrogant comme jamais, toujours dans une vieille veste militaire, les mains dans les poches. Il a souri quand il a repéré Logan. Eh bien, regardez qui est au centre de la scène maintenant. Mais avant qu'il ne puisse s'asseoir, 2 officiers de la police militaire se sont approchés et ont sorti leurs menottes. L'un d'eux a parlé fermement, « Derek Burns, vous êtes en état d'arrestation pour complot en vue de commettre un meurtre, falsification de rapports de combat, blanchiment d'argent et abus d'autorité causant de graves préjudices. » Derek a ri même quand les menottes se sont refermées. « Tu as survécu, Logan, mais qu'est-ce que ça t'a rapporté, hein? Tu n'as rien. Cette gamine, elle n'aurait jamais dû s'en sortir. » Logan n'a pas répondu. Il a simplement regardé Derek dans les yeux, sans colère, sans tremblement dans la voix. La vengeance était déjà faite, non pas par le sang, mais par la vérité. 1 heure plus tard, le coup de marteau du juge a retenti. Logan Miles s'est vu accorder la pleine garde légale d'Emily Saunders. Toutes les accusations contre Margot, Derek et Helen ont été transmises pour des poursuites pénales. Alors que tout le monde se levait, Emily s'est avancée seule, sans qu'on lui demande. Elle a enlacé Logan, son premier câlin offert librement. Logan a figé. Le câlin était petit, doux, mais assez fort pour ramener son âme de l'enfer. Ses bras l'ont délicatement enlacé. Aucun mot n'était nécessaire. Ils ont tous deux pleuré, non de tristesse, mais de soulagement. Dehors, le ciel s'était éclairci. Tandis que Logan portait Emily descendant les marches du palais de justice, elle a levé les yeux et a murmuré « Papa, regarde ». Logan a suivi son regard. Perché sur la fenêtre cintrée au-dessus de l'entrée se tenait un moineau blanc. Il n'a pas volé tout de suite, il a attendu comme pour s'assurer. Puis, alors qu'ils souriaient ensemble, l'oiseau s'est envolé dans l'air et a disparu dans le ciel bleu infini. Logan a serré doucement la main d'Emily. Rentrons à la maison. Tôt le matin, la première lumière du jour filtrait à travers la canopée de la forêt. Des oiseaux gazouillaient au loin, chaque note douce et légère, comme le souffle d'un monde qui revenait lentement à la vie. Une petite cabane en bois était posée sur une pente douce. Le toit était en tôle décoloré par le soleil, des vignes grimpaient sur les lattes lâches de la clôture. Logan est sorti pieds nus dans la cour, une tasse de café chaud à la main. Le sol frais sous ses pieds. Pas de sirène, pas d'appel, pas d'ordre tardif de la base. Maintenant, il n'y avait que le chant des oiseaux et le bruit de petits pas qui couraient derrière lui. « Papa » a appelé Emily, sa voix claire comme l'eau de source. Logan s'est retourné. Elle était déjà habillée de sa tenue préférée, les cheveux attachés en une queue de cheval lâche avec un élastique bleu marine. Ses yeux pétillaient. Il s'est agenouillé pour lui lasser ses chaussures, écartant une mèche de cheveux de son front. Ses mouvements étaient plus lents maintenant, mais plus aussi maladroits qu'avant, il avait appris, et apprenait encore. La cabane n'avait que 2 pièces, une pour lui, une pour Emily. Sa chambre faisait face à l'est, baignée de soleil matinal. Sur le mur était accrochée une photo de Claire souriant doucement, la main posée sur son ventre, l'image que Logan n'avait tenue à nouveau qu'après le procès.
À côté, l'écharpe argentée, lavée, pressée, maintenant encadrée. Et à côté du lit, toujours une boîte de crayons de couleur. Émilie avait appris à dessiner une page par jour, une petite histoire en gribouillis de crayons et en lettres majuscules. Un jour, Logan a feuilleté son carnet de croquis et a trouvé une note qu'elle avait écrite « Aujourd'hui, j'ai vu un moineau. Peut-être que maman est passée. » Il a fixé la page longtemps avant de refermer le livre, ses doigts posés délicatement, comme s'il tenait quelque chose de fragile mais d'absolument réel. Chaque après-midi, Logan et Émilie marchaient le long de la lisière de la forêt. Ils ramassaient des feuilles, empilaient des pierres, dessinaient des soleils dans le sol humide et comptaient la brise. Il a appris à lui tresser les cheveux. Il lisait des histoires avant le coucher, préparait du chocolat chaud qui n'était pas trop sucré. Il n'était plus soldat, et il ne voulait plus l'être. Il ne voulait être qu'un père, stable, entier, présent, suffisamment pour que sa fille n'ait jamais à s'asseoir près d'une fenêtre à attendre quelqu'un qui ne venait jamais. Un jour, Émilie a demandé « Est-ce que la vie de soldat te manque, papa ?» Logan est resté silencieux quelques secondes avant de répondre « Non, ça ne me manque pas. J'ai trouvé quelque chose qui vaut la peine d'être protégé. » Émilie a hoché la tête comme si elle comprenait. Un autre après-midi, ils étaient assis côte à côte sur le vieux banc en bois devant la maison. Le soleil de fin de journée se répandait sur les cheveux bruns désordonnés d'Émilie, formant un pâle halo doré. Elle a posé sa tête sur l'épaule de Logan, ses petits doigts serrant fort sa main. « Papa, a-t-elle murmuré, la voix douce mais stable, je pense que maman est vraiment heureuse. » Logan a légèrement incliné la tête pour la regarder. « Pourquoi penses-tu ça ? » « Parce que j'ai trouvé l'autre elle. » Logan n'a rien dit. Il a juste serré un peu plus sa main. Sur son minuscule poignet gauche, la tache de naissance en forme d'aile d'oiseau s'était estompée avec le temps, passant d'un violet profond à un rose pâle, mais elle n'avait pas disparu. Et sur sa main, la même marque exacte était toujours là, un rappel né du sang, du destin, de quelque chose que Claire avait laissé derrière elle. Loin dans la distance, sur le ciel orange-rouge, un moineau blanc planait lentement au-dessus des cimes des arbres, comme s'il savait exactement où il allait. Logan a levé les yeux, et pour la première fois depuis longtemps, il a souri. L'histoire de Logan et Émilie n'est pas seulement celle de la découverte de sombres secrets cachés sous la surface d'une famille. C'est aussi le voyage d'un père qui sort de l'épave du passé pour regarder sa fille dans les yeux et lui dire « Je suis là, et je ne vais nulle part. » Tout le monde n'a pas la chance de réparer les choses. Mais s'il vous reste ne serait-ce qu'une seconde pour choisir, choisissez l'enfant, même si cela signifie affronter le monde seul. Que pensez-vous du choix de Logan? Si c'était vous, auriez-vous le courage de croire au silence d'un enfant? Et si vous doutez de votre propre instinct, veuillez faire une pause un instant, car parfois cette étincelle en vous pourrait être la dernière chance d'aller de l'avant et de tirer quelqu'un d'autre de l'obscurité. Je suis toujours là, à l'écoute et prête à lire chaque mot que vous laisserez.